Aucun régime n'est parfait, néanmoins le système des corporations sous la monarchie protégeait les travailleurs bien plus que les syndicats aujourd'hui. Ils prenaient eux-mêmes les décisions pour leur corps de métier. Le roi voulait maintenir ce système de corporation. Alors bonsoir à tous, bienvenue dans Histoire de France. J'ai compilé une suite de plusieurs documents que j'ai travaillé dans l'histoire des corporations. Alors que ce soit chez Erlanger, Le Goff, Contamine, Évine Levert, Petit-Fils, tous les Cornettes, enfin bon, tous les gens qui ont travaillé sur le moderne, sur le Moyen-Âge et sur l'Ancien Régime, sur justement les corporations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une corporation ? La corporation, c'est une société de défense et de surveillance mutuelle formée entre personnes vivant du même métier dans une ville ou sur un territoire déterminé. En France, où ce régime a disparu depuis la Révolution, le mot corporation qui le désigne est d'un usage relativement moderne. On disait métier aux communautés de métiers pour la personne civile, confrérie pour l'institution religieuse, métier juré dans les actes du XVIe siècle. On disait aussi maîtrise et jurande, par allusion au chef, au XVIIe siècle, corps de métier pour les communautés les plus importantes, exemple les 6 corps de métier qui étaient à Paris. Les institutions corporatives ne sont pas d'ailleurs particulières à la France, sans parler ici des collegia ou corpora opificum, auxquels les municipes romains ont dû leur développement à l'époque impériale. Rappelons les credenze, les créances des républiques italiennes, les métiers flamands, les nations liégeoises, les Zunfle, Gilden, Unungen et Genossenschaffen, Bruderstaaten des pays germaniques. Les Kraftgilde ou les Tradgilde de l'Angleterre, les guildes en Russie. Enfin, les Tsek et les Zartels qui aussi étaient en Russie. Parmi ces diverses formes de corporations, les unes ont disparu, les autres ont laissé des vestiges ou des successions. Parfois, l'organisation ancienne se dissimule sous un nom nouveau. Ailleurs, c'est un nom ancien qui est attribué à une institution nouvelle. L'ancienne corporation est morte, non seulement par suite des idées de liberté commerciale et industrielle, d'égalité démocratique, etc., mais par l'effet même des progrès de la grande industrie, de la division du travail, de l'usage universel des machines, de l'accumulation des capitaux, surtout, et de l'importance croissante du commerce international. Voilà un peu mon introduction sur ce qu'étaient les corporations en France et en Europe. Alors, quelles étaient ces corporations au Moyen-Âge ? Alors, on les voit principalement en France, c'est là que l'ancien régime corporatif prête à une description complète et à un historique détaillé depuis ses origines jusqu'à sa suppression radicale en 1791. Si les collegiats romains résistèrent aux invasions, ce fut principalement dans le Midi. La corporation méridionale telle que nous la voyons fonctionner à Toulouse, à Montpellier, à Nîmes, à Arles, à Marseille, garda pendant longtemps un caractère de liberté et même de libéralisme que l'on retrouve dans le franc-alleux, roturier du Midi, opposé à la tenure féodale des pays de Languedoc. Dans la France du Nord, les notae parisiaci du temps de Tibère se sont peut-être perpétués sous le nom des marchands de l'eau, lesquels ont fini par former le corps de la ville de Paris et par donner leurs armoiries à la capitale du royaume. De même, les syndics des drapiers ont administré Rouen au Moyen-Âge, les métiers flamands ont armé en guerre, etc. Mais cette grandeur politique des corporations est exceptionnelle. Il n'est guère douteux que du 5e siècle jusqu'au milieu du 11e, la plupart des gens de métier n'eussent été réduits à l'état de servitude. La guilde germanique, c'est-à-dire le repas à frais communs, véritable communion païenne,
réunit d'abord d'une façon intermittente et secrète les gens trop pauvres ou trop faibles pour se défendre individuellement, eux et le produit de leur travail, en l'absence d'une loi égale pour tous et d'une autorité centrale assez forte pour faire respecter la justice. Logiquement, les corporations jurées ont dû se constituer avant les communes jurées. Elles ont préparé sans bruit les mouvements urbains. Cette hostilité de l'Église, d'ailleurs, ne durera pas, puisque les corps de métier, du moins tels qu'ils nous sont connus au XII et XIIIe siècle, ne se contentèrent pas de se mettre pour la plupart sous la protection d'un saint, sauf quelques usages symboliques parfaitement innocents qui pouvaient tenir à de vieilles superstitions. Ils sont conformèrent en toutes choses au règlement ecclésiastique et montrèrent le plus grand zèle pour le culte et pour les devoirs de charité. L'autorité royale leur rendit la main et donna force de loi publique à leur statut. Ultérieurement, au livre des métiers du prévôt de Paris Étienne Boileau, il ne nous est resté sur les corporations que des textes épars et isolés. Les marchands de l'eau sont mentionnés en 1121, puis en 1170, les merciers en 1137, les drapiers en 1183 et en 1219 les bouchers. Les bouchers, eux, aussi sont nommés en 1134, 1155, 1182. Ces documents suffisent toutefois à prouver que l'existence légale et régulière des corporations est bien antérieure à 1268, date probable de la rédaction du livre des métiers. Ce livre même ne peut être considéré comme l'œuvre personnelle du prévôt de Paris, ni même comme une sorte de code industriel du roi Louis IX. Les communautés rédigèrent chacune leurs statuts, le prévôt les corrigea, les coordonna, et pour emprunter un mot du style de l'ancien Parlement et du langage administratif moderne, il les homologua. Ni les bouchers, ni les corporations universitaires, c'est-à-dire les écrivains, les parcheminiers, n'ont eu à présenter leur règlement à cette occasion. Évidemment, c'était déjà une chose faite et sur laquelle il était superflu de revenir. Bonardo et Lespinasse ont réparti en 6 groupes les 101 métiers du livre d'Étienne Boileau. Voici maintenant ces groupes de métiers. Le premier groupe est celui de l'alimentation. Il comprend les talleméliers, c'est-à-dire les boulangers, les meuniers du Grand Pont qui relevaient du chapitre de Notre-Dame, les blatiers ou marchands de grains en détail, les mesureurs de blé, les crieurs et les jaugeurs, officiers publics plutôt qu'artisans qui, avec les taverniers marchands de vin au détail, relevaient du prévôt des marchands directement et de l'hôtel de ville. Les cervoisiers, les régratiers, c'est-à-dire les revendeurs de vivres et comestibles de toutes sortes, c'est-à-dire un peu les épiciers, les huiliers, les cuisiniers ou houillers, marchands de viande accommodés et surtout des oies, les poulaillers, les pêcheurs de la Seine, les poissonniers d'eau douce et les poissonniers de mer. L'analogie des matières employées ou vendues permet de mettre en appendice au premier groupe les chandeliers et les feigniers, c'est-à-dire les marchands de foin. Le deuxième groupe est celui de l'orfèvrerie et de la joaillerie et de la sculpture. Il se compose des orfèvres, des pâtenotiers subdivisés en 4 sections suivant qu'ils travaillent l'os et la corne, le corail et la nacre, l'ambre ou le jet, des cristalliers ou pierriers, des batteurs d'or en fil, des batteurs d'or en feuilles, des imagiers tailleurs, sculpteurs et peintres d'horreur sur sculpture, des imagiers peintres, des barilliers, c'est-à-dire des fabricants de barils en bois précieux, et même en or, en argent, en ivoire, voire en cristal. Au troisième groupe, celui du travail des métaux communs, se rapportent les fèvres maréchaux, les couteliers et les serruriers en fer, 3 métiers placés sous la juridiction du roi, qui sont les couteliers de manche, les serruriers en cuivre, les batteurs d'archal, c'est-à-dire le laiton, les batteurs d'étain, les ouvriers des menues œuvres en étain et en plomb, les tréfiliers de fer et d'archal, les fondeurs et mouleurs, les lampiers, les boucliers, c'est-à-dire les fabricants de boucles, de fer et de cuivre, les cloutiers attacheurs, les fermaliers, les
patenotriers, c'est-à-dire les fabricants de boutons, de boules pour l'usage profane, les épingliers, ce que l'on appellera plus tard l'article de Paris, représenté par les gainiers, fabricants d'écrins, les garnisseurs de gaines, les peigniers lanterniers, les tabletiers, c'est-à-dire les fabricants de tablettes à écrire, les décriers, c'est-à-dire les fabricants de dés en bois, en corne, os et ivoire, les boutonniers ou dessiers de cuivre et de laiton. Les aubergilliers fabriquèrent les haubers ou cottes de mailles et en général les armes défensives. Les archiers faisaient des arcs, des flèches et des arbalètes, les fourbisseurs des épées. Le quatrième groupe est celui des étoffes et habillements, la soie et la matière première des fileresses. Des laceurs, des crépiniers, des tisserands de soie, des fabricants de draps de soie, de damas, de velours de soie et des bourseries en lys. L'industrie de la laine était entre les mains des tisserands de Lange, des tapissiers sarrasinois ou d'Orient, des tapissiers nostrés, c'est-à-dire nostrates, les nationaux, des foulons, les teinturiers étaient en quelque sorte subordonnés aux tisserands, car ceux-ci pouvaient teindre les tissus. Alors, le vêtement occupe trois titres. Celui des tailleurs de robes, c'est-à-dire l'habit, des braliers de fil, les culottiers, des chaussiers, la coiffure est représentée pour les hommes par les chapeliers de feutre et les chapeliers de coton, laine et coton en réalité, et les fourreurs de laine, les chapelières, orières, mercières, les chapeliers de fleurs naturelles, les chapeliers de pan et d'eau froid travaillaient surtout pour les femmes et pour la coiffure de luxe. Les merciers étendaient leur industrie à tout ce que nous appelons la mode. Les fripiers faisaient le commerce des vieux vêtements. Beaucoup étaient ambulants et persécutés comme tels par les maîtres qui tenaient boutique. Voici maintenant le cinquième groupe qui est les cuirs et peaux. Comprend les baudroyers corroyeurs, les cordouaniers, les savonnetonniers, les fabricants de souliers en basane, les savetiers, les courroyers, les fabricants de courroies ou de ceintures, les gantiers, les boursiers qui, eux, fabriquaient les fabricants de braies ou les caleçons en cuir de cerf, les selliers, les chapuiseurs, les arçonniers, les blassonniers ou cuireurs de sel, les larmiers, les fabricants de rennes, de guides, etc., et les bourliers. Enfin, le sixième groupe se rapporte aux bâtiments. Les charpentiers, tous ceux qui travaillent le bois, comprenaient 10 catégories placées jusqu'en 1314 sous la direction du charpentier royal. Le maître maçon du roi administrait de même les maçons, les plâtriers et les morteliers appareilleurs. Les fabricants d'ustensiles de ménage, dédaignés sans doute par les grandes corporations, ne sont représentés que par les statuts des potiers d'étain, des éculiers et des potiers de terre. Les étuveurs, les baigneurs étuvistes, et la profession ensuite libérale des chirurgiens qui termine cette longue liste, à laquelle viennent s'ajouter peu de temps après les bouchers, les épiciers et les pâtissiers, et que le cours des siècles devait modifier, augmenter sur certains points, réduire sur d'autres, suivant les progrès de l'industrie, des modes et le jeu des intérêts et des influences. Voici maintenant le statut des corporations. Ce statut des corporations offre entre des différences et des nuances infinies en même temps qu'une profonde ressemblance organique. Aucun principe général, aucune théorie politique ou sociale n'ont présidé à cette œuvre complexe de la nécessité de l'intérêt de la justice, en un mot, de l'histoire. Lentement et obscurément élaborée dans le cours des siècles, elle était digne d'être scellée par Louis IX. Elle marque le terme de l'évolution féodale et le début de l'évolution monarchique en ce qui concerne les classes ouvrières. Alors, qu'est-ce qu'un métier au XIIIe siècle dans la ville de Paris ? C'est une réunion d'individus possédant le droit d'exercer une profession industrielle, celle de serrurier par exemple,
est composé de maîtres, de valets ouvriers, d'apprentis engagés sous serment et qui This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. sont obligés d'observer les règlements prescrits et de respecter l'autorité des jurés dans leurs fonctions de surveillance. Ça, c'est une introduction des métiers de Bernardo de Lespinasse dans son livre des métiers. L'exercice du métier est donc un monopole. Il est interdit à l'ouvrier étranger, à la ville, à l'ouvrier indépendant. Nul ne peut en principe appartenir à deux communautés à la fois. En revanche, comme ni la grande industrie ni la division mécanique et professionnelle du travail industriel n'existent encore, les objets ne changent pour ainsi dire pas de main dans le cours de leur fabrication et sont vendus par le fabricant sans intermédiaire. Les métiers qui travaillent pour l'Église et pour les grands se disent plus nobles et plus considérables que les autres, mais malgré leur ton de supériorité, rien n'indique qu'ils constituent une aristocratie comme le sera plus tard celle des six corps. Les métiers ont obtenu des conditions plus ou moins favorables au roi, des seigneurs ou du clergé, mais chaque métier a ses privilèges, c'est-à-dire ses lois particulières. Tous s'administrent par leurs jurés, tantôt élus, tantôt recrutés par corporation, tantôt nommés par les supérieurs administratifs, par exemple le prévôt de Paris, le prévôt des marchands ou les grands officiers de la couronne. Quant au roi, il semble bien qu'il tend dès le début à se considérer comme le propriétaire éminent de tous les métiers, domaine idéal dont il concède la jouissance à ses sujets, soit en gros, soit en détail. Ce socialisme d'État particulier au Moyen-Âge deviendra de plus en plus conscient. Chaque métier a sa boîte, c'est-à-dire son aumône, donc c'est-à-dire sa caisse de secours mutuel ou de charité. Ce fonds est alimenté par divers droits d'entrée et par quelque part dans les amendes. Il sert à l'entretien et à l'éducation des orphelins pauvres de la communauté, à l'assistance des vieillards. Déjà, plusieurs métiers ont leur saint patron attitré. Alors, les saints patrons, par exemple, les talemeliers, c'est-à-dire les boulangers. Alors, dans les églises et leurs chapelles qu'ils ont, et qui sont entretenues aux frais des corporations qui deviendront ainsi des confréries. En règle avec l'Église, comme avec la royauté, les métiers emprunteront aux nobles, comme les villes, l'usage des armoiries. L'esprit de corps, le particularisme iront ainsi en s'accentuant avec le cours des siècles. La hiérarchie du métier comprend 3 degrés. Les apprentis, les valets ouvriers et les maîtres. Le maître a le droit de garder en apprentissage tous ses enfants et parents, sans limitation de nombre et sans contrat obligatoire. Mais il ne peut prendre en général qu'un apprenti étranger. Les statuts fixent le temps du service, la durée de l'apprentissage, le prix d'admission, mais tous ces chiffres n'indiquent que le minimum exigible. Car le but poursuivi est de rendre l'apprentissage aussi long que possible. Le temps d'apprentissage n'a aucun rapport avec la difficulté du travail. Souvent, il a peut-être abrégé moyennant finance. Donc, moyennant finance, il a abrégé son temps. Entre le maître et l'apprenti, il y a un contrat public, probablement oral, passé par devant les jurés. Ceux-ci peuvent refuser leur autorisation à un maître incapable ou dont la situation leur paraît précaire. L'apprenti doit être entretenu, logé et instruit. S'il s'échappe, on lui donne 1 an et 1 jour pour revenir. Et il en est quitte pour indemniser son maître de la perte de temps. Les mauvais traitements du maître à l'égard de l'apprenti sont réprimés par quelques statuts. L'apprenti peut d'ailleurs être cédé par un maître et acheté par un autre en présence des jurés. Une fois le temps d'apprentissage terminé, l'apprenti passait valet ouvrier et touchait alors son salaire. L'examen d'apprentissage, le chef-d'œuvre sont des exceptions au début. Ils ne se généralisèrent que par la suite. Les fils de maîtres et parfois les frères, neveux et cousins ne subissaient pour l'apprentissage aucune condition. Tout était calculé pour que le métier pût facilement se transmettre par voie de succession régulière, héréditaire ou alors par transmission de l'ordre. Ainsi, la plupart des apprentis ne s'élevaient pas au-dessus de la condition d'ouvrier salarié, valet, valet d'aide, sergent, alloué du métier. Plus tard seulement, compagnon. Le nombre des valets n'est pas limité par atelier. Le valet, tout comme le maître, doit, pour être reçu dans la communauté, prêter serment de travailler suivant les règlements du métier et même de dénoncer les contrevenants. Puis un contrat de louage de durée variable intervient entre le maître et le valet.
Le valet ne paye pas d'impôts. Il demeure même pour sa conduite privée sous la tutelle du maître. Toutefois, dans beaucoup de métiers, les bons valets étaient traités en confrères par leur maître et admis aux réunions et aux votes. Dans quelques-uns, ils pouvaient aspirer aux honneurs de la jurande. Les maîtres, les prud'hommes, étaient les patrons, chefs d'industrie. Pour passer maître, il fallait être capable d'avoir de quoi, mais la communauté admet ou repousse arbitrairement les candidats à la maîtrise. Pour devenir maître, tisserand, il faut absolument être fils de maître. L'achat de certaines maîtrises au roi ou à ses grands officiers ne dispense même pas toujours de l'admission par les anciens maîtres. La réception était solennisée par un banquet et souvent par des cérémonies symboliques dont le compagnonnage et aussi la franc-maçonnerie, qui ont repris et perpétué la tradition jusqu'à nos jours. Le métier, une fois acquis, est une propriété transmissible et héréditaire. 25 métiers s'achetaient au roi ou aux grands officiers, 75 étaient francs et gratuits. Le maître ruiné, incapable d'entretenir des apprentis, de payer des valets, perdait son titre. Il ne pouvait travailler seul librement. Il tombait dans la classe des valets. La maîtrise n'était donc pas un grade personnel. Tous les métiers ont leurs surveillants, les jurés, les gardes du métier et les prud'hommes qui, eux, sont élus. Dans les corporations des talmeliers, des serruriers ou des cordouaniers, la nomination des jurés appartiennent respectivement au panetier du roi, au maître maréchal et au grand chambellan. Chez les charpentiers et les maçons, ce choix appartient au maître charpentier royal. La plupart des corporations désignent au prévôt de Paris les candidats à la jurande et celui-ci les investit de leur attribution juridique. La fonction de juré est temporaire, de 6 mois à 3 ans en général, voire 1 an. Le nombre des jurés est très variable suivant la nature, l'importance, la distribution topographique du métier. Il n'a pas de rapport fixe avec l'effectif industriel. Les jurés doivent prêter serment au prévôt de Paris. Ils président à la réception des apprentis, reçoivent les maîtres, encaissent les droits dus à la confrérie, distribuent les secours, prononcent et perçoivent les amendes pour infraction au règlement. Ils ont aussi la responsabilité du guet et des impôts perçus sur le commun du métier. Pour leur charge, plus leur charge était honorable, moins elle était rétribuée. Alors, quel était le rôle de ces corporations dans la société ? Les malfaçons involontaires étaient punis, soit par la destruction ou la dépréciation publique des produits, soit par des amendes, et la plupart du temps par l'une et l'autre peine. Le principal objet du travail d'Étienne Boileau fut de présenter des cas de contravention bien déterminés et d'édicter des peines fixes correspondant aux infractions constatées. Bernardo de Lespinasse le cite dans son livre. Les procédés du travail industriel étaient le patrimoine et souvent le secret de chaque corporation, qui ne sont pas indiqués dans les statuts. Mais la réglementation générale n'est pas oubliée. Respect du dimanche et des jours de fête, durée de la journée suivant les saisons, interdiction du travail de nuit, sauf exception. Tels sont les principes points visés. Il est incontestable que l'ouvrier du XIIIe siècle avait en somme plus de repos que le travailleur de l'époque à laquelle où nous vivons. Donc, vous voyez que on réduit le temps de travail, on parle du temps de travail actuellement, mais il n'y avait aucun rapport avec l'ancien temps, puisque même là, même j'ai regardé divers documents, on travaillait généralement 1 mois et demi à 2 mois de moins qu'actuellement, en ayant les 5 semaines de congés payés. Continuons. Quant au commerce proprement dit, le champ de la concurrence était limité, en quelque sorte au domaine propre de chaque métier. Les maîtres ne pouvaient s'associer entre eux, encore moins former des coalitions. Les accaparements des matières premières ou de marchandises étaient considérés comme des crimes. Nul marché à terme, nulle spéculation du moins légale. 2 commerçants concluent-ils une vente, un bourgeois quelconque a toujours le droit d'y prendre part, c'est-à-dire d'acheter lui-même une part des denrées ou produits au prix marchand. Le régime corporatif tient en substitution les intermédiaires, les courtiers, le colportage. La vente doit en principe se faire dans l'atelier, au vu et au su des passants, ou bien aux halles les jours marqués. Le livre des métiers règle aussi les rapports des corporations avec les pouvoirs publics, les contributions ordinaires, c'est-à-dire les tailles, les conduits, les péages.
ou commerciales, les haubans, les tourne-lieux ou les coutumes, auxquelles elles sont astreintes. Les droits de prise du roi, le guet, garde de nuit, d'abord organisés par les travailleurs eux-mêmes, puis régularisés par l'État. Il ne touche qu'en passant à la question des justices seigneuriales et surtout ecclésiastiques, auxquelles la justice royale cherchait à se substituer insensiblement. Ce n'est pas seulement à Paris, c'est dans tout le domaine et bientôt dans le royaume entier que les corporations virent peu à peu leurs statuts et leurs privilèges confirmés par l'autorité royale. Au XIVe et au XVe siècle, elles s'emparèrent, du moins en partie, de l'administration de beaucoup de villes. Parfois, cet esprit d'envahissement est l'objet d'une répression. Philippe IV, par exemple, le Bel, interdit aux drapiers de se réunir plus d'une fois par an et leur ordonne de ne le faire qu'en présence du procureur du roi et avec la permission du prévôt de Paris, 1308. 50 ans après, le régent Charles, plus tard Charles V, s'attaque au principe même du régime corporatif. Il déclare que les statuts sont plus à l'avantage des gens de métier qu'à ceux du public. Il veut que tous ceux qui peuvent faire œuvre bonne puissent ouvrer en la ville de Paris. Ça, c'est un des décrets qui est visible de Charles V aux archives et à l'Arsenal. Et bien sûr aux archives de la ville de Paris. Déjà, évidemment, l'obligation du chef-d'œuvre était devenue plus générale et plus étroite. Les corporations soutinrent la lutte. Le gouvernement éphémère d'Étienne Marcel fut aussi le triomphe des marchands de l'eau, qui avaient le monopole des transports sur la Seine. En 1383, après Rosbeck, Charles VI supprima les privilèges corporatifs de sa capitale, mais ce n'était qu'un moyen d'amener les bourgeois à récipiscence, et moyennant finance, les corporations furent rétablies. C'était à l'époque où, dans une ville d'au moins 300 000 habitants, déjà le droit exclusif de vente et débité de la viande était aux mains de 20 familles. Et ce nombre diminuant encore, les titulaires n'exerçaient pas, ils louaient leur étau et en tiraient un bon revenu. Aussi étaient-ils les plus riches des bourgeois de Paris. Ils avaient à leur disposition une nombreuse clientèle d'employés et de locataires, qui tiraient d'eux leur subsistance et par la suite étaient d'assurés, instrumentés pour l'exécution de leurs desseins. On le vit bien lorsqu'ils s'avisèrent de jouer un rôle politique. Ça, c'est Hubert Varleroux qui l'écrit dans son livre « Les corporations ». J'ai relevé ce petit passage. On connaît en effet la part importante que la grande boucherie et l'écorcheur Caboche eurent dans les luttes des Armagnacs et des Bourguignons, comme dans la grande ordonnance de 1413. Mais la guerre de 100 ans, une fois terminée, la royauté reprend le dessus. Louis XI range les corporations par bannière, mais cette organisation militaire prit fin avec les sièges de Paris. Le même prince, en 1467, s'avisa de créer dans chacune des corporations du royaume un maître qui, moyennant une finance donnée au roi, devait être reçu sans épreuve ni redevance d'usage. Cette exploitation fiscale des corporations se poursuivit surtout au XVIe siècle. Henri II payait ses dettes à son graveur de la monnaie en créant des offices que celui-ci pouvait vendre à son profit. Henri III, pour faire une largesse à sa sœur, l'autorisa à créer 2 offices de maître dans toutes les villes où elle était. Pour ce qui est d'Henri IV, il n'oublia pas l'intérêt de ses finances tout en paraissant penser à la liberté industrielle. Lorsque, par l'ordonnance de 1597, il permettait à tout artisan ou marchand de s'établir comme maître moyennant un droit variant de 10 à 30 livres, quelle que fût d'ailleurs l'intention du pouvoir central, les lettres de maîtrise et les offices d'industrie ou de commerce étaient en opposition manifeste avec le principe des corporations comme avec l'autorité des jurés. À la fin du XVIe siècle, avec les édits de 1581 et surtout celui de 1597, les métiers régulièrement administrés durent faire confirmer leurs règlements sous peine de déchéance. Les métiers non établis en communauté furent contraints d'en présenter. Le renouvellement presque intégral des anciens statuts, la rédaction des nouveaux, les ordonnances de confirmation ou de création furent autant de prétextes à de nouvelles taxes fiscales pour le roi. Louis XIV, qui mit à l'encan toutes les charges de maire, transforma aussi en office la plupart des jurandes ou des syndicats de métiers. Il est vrai qu'à l'imitation des villes qui rachetaient leurs maires quand elles le pouvaient, les corporations rachetèrent les offices royaux afin de les éteindre. Mais rien n'empêchait la monarchie absolue de les rétablir une ou plusieurs fois, et même faute d'acquéreurs, de forcer les corporations à les financer.
Pour faire face à leurs dettes, les corporations devinrent plus rapaces. Le prix des maîtrises augmenta, l'examen des chefs-d'œuvre, les visites inquisitoriales des gardes-métiers tournèrent à l'exaction. C'est aux exigences du Trésor royal qu'il faut s'en prendre, bien plus qu'aux ouvriers et qu'aux maîtres. Les métiers sont divisés et subdivisés de plus en plus, non pour faciliter ainsi le travail, mais pour multiplier les charges, les offices et les droits. En effet, en 1662, le nombre des corporations parisiennes était réduit à 60 et l'on en trouve 129 en 1691. Malgré toutes ces interventions du fisc, le caractère local des privilèges, la liberté relative des faubourgs, la tenue régulière des foires tempéraient le monopole des corporations. Aujourd'hui, la concurrence est entre les individus, entre les établissements. Elle était alors de groupe à groupe, de ville à ville. Aux coalitions entre maîtres, l'autorité pouvait opposer des taxes officielles des marchandises, du pain très souvent, parfois de la viande. La taxation des salaires tranchait les différends entre maîtres et ouvriers. Sous Louis XIV, toujours, qui prétendit faire grand en toutes choses et surtout ramener toutes choses à lui, Colbert, lui, unifia et sanctionna la réglementation industrielle. Toute la draperie française dut se servir des mêmes procédés, des mêmes métiers. Nul ne put employer une autre graisse que le saindoux, ni remplacer les chardons par les cardes en fer. Dans la teinture, l'indigo fut longtemps proscrit malgré sa supériorité sur le pastel. La Garance fut protégée contre la cochenille, etc., etc. La tendance du système protecteur est d'imposer les mêmes modèles et les mêmes lois à toutes les corporations du même métier. Quant aux inventions nouvelles, s'il s'en produit, elles ne peuvent faire leur chemin qu'en moyennant un privilège royal, c'est-à-dire acheter, et donc donner au trésor. Au-dessus des jurandes furent placés les inspecteurs des manufactures, qui eurent eux-mêmes leurs sous-inspecteurs. Confiscation ou destruction des marchandises, amende, prison, et même en cas de seconde récidive, exposition publique au carcan. Telles furent les peines que portaient les édits, celui de 1679 entre autres, en matière de contravention au règlement sur les étoffes. Ce ne fut pas sans lutte et sans peine que quelques métiers libéraux. Les peintres, grâce à l'Académie de peinture en 1648, les chirurgiens, grâce au Collège de chirurgie en 1751, parvinrent à se dégager des liens corporatifs. Les apothicaires, unis dès leurs origines aux épiciers, ne parvinrent pas à s'en séparer. Et cependant, les pains d'épiciers devenaient indépendants. Les marchands de vin, par exemple, les cabaretiers, se subdivisaient en plusieurs catégories. Les 6 corps, drapiers, épiciers, merciers, pelletiers, orfèvres et au XVIe siècle bouchers, affectent sur les autres communautés une supériorité aristocratique. Ils étaient d'ailleurs nommés beaucoup comme les conseillers municipaux ou dans la prévôté. Enfin, à tous ces abus anciens ou récents, à tous ces excès de la tyrannie administrative et corporative, vint s'ajouter la plaie des procès entre métiers. Pâtissiers et boulangers, tailleurs et fripiers, cordonniers et savetiers, chapeliers et bonnetiers, etc., etc., ne cessent de plaider les uns contre les autres sur les limites mal définies, ou plutôt impossibles à bien définir, de leurs domaines respectifs. À Paris seulement, les frais de justice élevèrent ainsi plus d'1 million de livres par an à l'industrie, sans compter le temps perdu et l'activité détournée de ces véritables objets. Donc, au milieu de toutes ces actions dont les métiers sont à la fois victimes, il y a un moyen de se constituer publiquement. Elles eurent recours à des initiations mystérieuses, à des signes de reconnaissance, etc. C'est ce qu'on appellera le début de la franc-maçonnerie. Mais on n'y est pas encore. En 1655, il y a eu la déclaration du 14 mars. La faculté de théologie de Paris condamne les compagnons chapeliers qui, dans leur assemblée, contrefont les cérémonies de l'Église et les profanent, car les catholiques sont reçus indifféremment par les hérétiques, et les hérétiques par les catholiques. Les compagnons cordonniers furent aussi poursuivis, les parlements, celui de Paris principalement, rendent de nombreux arrêts contre les ouvriers marrons, c'est-à-dire non inscrits à la corporation. Les associations illicites, des sans-gêne, les bons enfants, les bonderies, les gavots, les droguins, les dévorants, voilà, donc et puis les dévoirants aussi, qui deviendront les compagnons du devoir. Ils sont passés Gorée et autres. Donc ce sont tous les quolibets qu'on leur attribuait.
contre les pères et mères qui les logent ou les nourrissent et ne dénoncent pas leurs réunions, etc. Donc beaucoup de protestants se mirent dans les métiers et dans l'industrie. Ils condamnent le pacte par lequel la société du devoir et celle du gaveau s'interdisent entre elles la concurrence réciproque dans les mêmes lieux. Ils défendent aux artisans de tenir des registres d'inscription chez les taverniers, de porter des cannes ou des bâtons. Ils défendent aux maîtres de recevoir des ouvriers sans extrait de baptême ou sans certificat de congé et de bonne conduite. Ils se joignent à l'Église pour proscrire la récitation de formules qui portent les caractères de l'insubordination et de la superstition. Dans un état social où la maîtrise restait accessible à un grand nombre de compagnons, la corporation pouvait avoir son utilité. Le prix des maîtrises ne cessait d'augmenter avec les charges dont le fisc accablait les corps de métier. Le public ne ressentait plus que des funestes conséquences du monopole. Il était à la fois odieux et ridicule au siècle des Lumières, disait Rousseau, de voir la police persécuter l'industrie des toiles peintes, celle des boutons recouverts de la même étoffe que les habits, celle des chapeaux de soie, etc. Les acheteurs qui préfèrent le bon marché à la qualité réclamaient pour l'ouvrier la liberté de faire mal, la variété que réclament impérieusement le luxe et la mode, assurer aux libres industries, par exemple en Angleterre et la Hollande, un facile avantage sur les manufactures trop réglementées de la France. Les philosophes et les économistes, dans leur attaque contre les abus, ne pouvaient se préoccuper des mérites historiques des corporations. Ils n'y virent que le mal présent, de même que nous sommes assez portés à en voir les beaux côtés. Maintenant qu'elles n'existent plus, Turgot en obtint la suppression par l'édit de février 1776. Donc voilà Turgot qui commence à supprimer les corporations pour entrer dans l'économie de marché, si vous voulez. Sauf les 4 professions de chirurgien, pharmacien, orfèvre et imprimeur-libraire, astreints à des règlements particuliers, ils devaient être libres à toute personne d'embrasser, d'exercer telle espèce de commerce que bon leur semblerait, même d'en réunir plusieurs. Eux, ils avaient le choix de pouvoir, disons, s'associer. À ce droit de travailler, le Parlement de Paris, par la voix de Séguier, opposa la nécessité de la discipline et surtout des droits acquis, c'est-à-dire la propriété. C'était en effet un tort de ne pas indemniser les maîtres. L'édit ne put être enregistré que dans un lit de justice. 7 parlements de province luttaient encore contre l'enregistrement lorsque Turgot tomba et sa réforme avec lui. L'édit d'août 776 est rétabli à Paris les 6 corps, un peu modifiés dans leur composition, avec les drapiers, les merciers, les épiciers, les bonnetiers, les pelletiers, les chapeliers, les orfèvres, les batteurs d'or et les tireurs d'or, les tissutiers, les rubaniers, les marchands de vin, et 44 communautés de ces métiers. En 1777, Lyon recouvra ses anciennes corporations ainsi que 95 villes du ressort de Paris. Toutefois, le nombre des métiers fut considérablement réduit, comme il avait été fait table rase des anciennes corporations. L'ingérence de la police et de l'administration put s'exercer sans obstacle sur les nouvelles, qui en théorie ne tiraient leur existence que des arrêts du Conseil. L'assujettissement de l'industrie par l'État devint de plus en plus étroit par les ordonnances ou arrêts, celles du 19 décembre 1776, des 27 février, 15 mars et 25 avril et 18 août 1777, du 26 janvier, du 29 mars et de juillet 1778, du 31 octobre 1782, du 4 août 1783, du 5 août 1784 et la dernière, le 11 juillet 1785. Les compagnons et apprentis qui avaient goûté à la liberté devinrent très difficiles à gouverner. Les assemblées illicites, les grèves se multiplient malgré les sentences de police. Tout le mal, tout le désordre sont naturellement imputés aux réformes. Tant d'espoirs déçus, tant de petites ambitions brutalement refoulées ne laissèrent pas d'alimenter sourdement la passion révolutionnaire. Témoin, la fameuse affaire Révillon. Donc maintenant, nous arrivons à la fin des corporations. Alors l'affaire Révillon, c'est des ouvriers qui cassent leur usine pour pouvoir, disons, réformer leur statut de travail. En fin de compte, les ouvriers n'ont rien fait, ils ont été mis au chômage, et c'est le duc d'Orléans qui a organisé la chose, qui a payé des tirs, des tirs bourses, des types de mauvaise vie, pour pouvoir donc dévaster l'industrie de tissus. Alors,
voilà comment on arrive à la fin des corporations. En vertu du décret du 14-17 juin 1791, l'anéantissement de toutes les espèces de corporations de citoyens du même État ou profession étant une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. Ça, c'est l'article 1. Les citoyens d'un même État ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont une boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaire, ni syndic, tenir des registres, prendre des arrêts ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs. Article 2. Toute délibération, tout acte, toute coalition relativement au prix des marchandises et au taux de salaire sont de nul effet comme contraires à la Déclaration des droits de l'homme. Tiens donc. Article 3. Les autres articles décernent des peines contre les contrevenants. Après cette époque, l'idée corporative a retrouvé plus d'un défenseur. Nous ne parlerons pas de Marat, dont le parti pris évidemment était de critiquer tous les actes de la Constituante, mais sous le consulat et sous l'Empire, le Conseil d'État entendit dans le même temps, sans les protestations de Regnault de Saint-Jean d'Angély, repoussées d'ailleurs par la Chambre de commerce de Paris, laquelle, dans le style de l'époque, fait appel aux bienfaits de l'administration. Sans jurande. Donc, voilà. Napoléon, lui, en 1812, projeta de rétablir tout au moins une hiérarchie ouvrière, mais n'en eut pas le temps, l'Empire s'écroulait. En fait, depuis le consulat, un certain nombre d'offices, c'est-à-dire les avocats, les avoués, les notaires, les huissiers, les agents de change, les commissaires-priseurs, s'achètent encore comme des maîtrises et rappellent par un grand nombre de traits le régime corporatif, ce qui existe toujours aujourd'hui, par exemple, pour les notaires. Du 11 octobre 1801 jusqu'en 1860 pour les boulangers, du 9 Germinal en 8 jusqu'au 24 février 1858 pour les bouchers, des règlements restrictifs aussi nuisibles au public qu'aux commerçants ont remplacé les anciennes corporations de Paris et dans les grandes villes. La tradition du passé a presque entièrement survécu dans les prud'hommes pêcheurs de la Méditerranée, dans le corps des portefaix de Marseille, qui a été rétabli en 1816, dans celui de Nantes, subordonné toutefois à la Chambre de commerce et de cette ville, dans les broutiers, c'est-à-dire les camionneurs du Grand Corps, au Havre et dans les environs. À la fin du XIXe siècle, l'œuvre des cercles catholiques s'est fait une sorte d'idéal de l'ancienne corporation, qu'elle rapporte entièrement à l'esprit de charité et de soumission chrétienne. Les associations d'ouvriers et de patrons qui sont nées de ce mouvement, par exemple les ouvriers tisseurs de Lyon, s'imposent la loi suivante. Voilà la loi. S'interdire tout travail le dimanche, renoncer à tous les procédés violents dans les règlements des salaires et se réservant les voies de la conciliation. Et au besoin, les moyens légaux, rétablir la vie de famille en statuant que les chefs d'atelier logeront et nourriront leurs ouvriers et apprentis. La loi de Ménis. C'est un fait que la tradition a perpétué parmi la classe ouvrière de Paris le rejet de l'institution corporative. Les articles 414 suivants du Code pénal de 1810, qui punissaient les coalitions de patrons et d'ouvriers, ont été abrogés par la loi du 25 mai 1864, qui a consacré le droit de coalition et reconnu la liberté des grèves sans menace ni violence. Mais la loi des 14 et 17 juin 1791 était restée la même dans les autres dispositions. Voilà ce qu'elle dit. Il est cependant illogique de permettre les coalitions et de refuser les moyens de s'entendre pour les préparer ou les soutenir. D'ailleurs, malgré les prohibitions de la loi de 1791, de nombreuses associations de patrons et d'ouvriers s'étaient formées à Paris et dans les départements. En janvier 1881, il existait à Paris 138 associations de patrons avec 15 000 adhérents et 150 chambres syndicales d'ouvriers avec 60 000 membres. Dans les départements, on comptait 350 associations d'ouvriers. La reconnaissance légale de ces associations a fait l'objet de la loi du 24 mars 1884 relative aux syndicats professionnels, la fameuse loi Glaçon. Toutefois, les revenus de ces syndicats sont limités aux cotisations des membres, lesquels rentrent très difficilement. Ils ne peuvent recevoir ni dons, ni legs, ils ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux des sièges sociaux. Leur utilité principale consiste dans l'établissement de sociétés de secours et de bureaux de placement. Alors, que se passe-t-il, par contre, un peu dans les autres pays ? La Révolution française établit la liberté du travail dans un grand nombre de territoires annexés, par exemple dans la Westphalie en 1807. Les corporations ont été supprimées ou réformées dans un sens très libéral à Rome,
moyen de se constituer publiquement. Elles eurent recours à des initiations mystérieuses et à des signes de reconnaissance, etc. Voilà. Donc, voilà un peu la fin de tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Je crois que j'ai passé un... Oui, c'est ça. J'en suis là. Ça va être bientôt terminé. Hein. Alors, dans les corporations anglaises, par exemple, qui d'ailleurs n'avaient pas de pouvoir coercitif, ils ont perdu légalement ces privilèges déjà oubliés par la loi municipale de 1835, la loi Williams, hein, et par contre en Allemagne, les abus des corporations signalés dans les diètes de 1530, 1548, 1577, 1564, condamnés en principe par l'avis impérial du 22 juin 1731, ont d'abord été attaqués en Prusse. À partir de 1806, l'édit du 2 novembre 1810 équivaut pour ce royaume à la loi française du 2 mars 1791 pour la patente. Celui du 27 septembre 1811 rendait la communauté libre de se dissoudre ou de se maintenir, malgré le règlement restrictif du 17 janvier 1845 et le mouvement socialiste, donc favorable aux corporations, de 1848, les progrès de la grande industrie et les nécessités inéluctables de la concurrence internationale ont précipité l'abolition des corporations fermées. En Autriche, par exemple, le 1er mai 1860, à Nassau, en Brême et à Oldenburg et en Saxe-Royale, au Wittenberg, à Bade et aux États de Thuringe. Les 2 années suivantes, la Prusse, en 1869, a substitué au reste des anciennes corporations l'inscription légale des artisans. La Hongrie a suivi le mouvement de l'Autriche en 1872. Cependant, en Allemagne comme en Autriche, le socialisme d'État tend plus ou moins ouvertement à rétablir non les anciennes corporations qui avaient chacune leurs privilèges distincts et dans leur domaine restreint, mais l'organisation corporative et hiérarchique du travail. Les pouvoirs publics se sont emparés du mouvement des associations libres, dont Schulze Delitzsch s'est fait l'initiateur. Nous ne pouvons ici que rappeler brièvement les lois allemandes du 18 juillet 81 et du 11 juin 1883 et celles surtout du 6 juillet 1884. Sur les associations professionnelles, les rapports des patrons et contremaîtres à l'égard des ouvriers, l'assurance obligatoire en cas d'accident et d'autre part la loi autrichienne du 15 mars 1583 établissant 3 classes de métiers, les métiers concédés, les métiers libres et les métiers corporatifs, soumis à la direction et à la surveillance des autorités provinciales. Voilà, j'en ai fini avec les corporations. Je vous ai fait vraiment un texte vraiment condensé en terminant par ce qui se faisait en province, en Europe, dans d'autres pays, un peu l'Angleterre, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie et la Hongrie. J'ai surtout parlé de mon pays, qui est la France, et des corporations françaises. Alors, dans les textes, il y en a certains, vous avez dû les entendre, sont plutôt favorables à l'élaboration d'un autre système que les corporations. Je les ai maintenus parce que c'est ce que j'ai pu trouver quand j'ai travaillé dans les corporations. J'aurais pu fouiller un peu plus avec le Goff, la guerre de 100 ans que j'ai de Le Goff qui en parle aussi, mais surtout les corporations du 12e, 13e, 14e siècle. Et bien sûr, Georges Binois, dans la guerre de 100 ans, en parle un petit peu dans la guerre civile avec donc Étienne Marcel. Voilà, c'en est terminé de cette histoire de France. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, c'était un cours un peu magistral là, on était vraiment dans un cours magistral. Mais j'ai quand même voulu que vous faire part de ce qu'étaient plus ou moins les conditions de métier. Et vous avez vu le nombre de métiers qu'il y avait au Moyen-Âge. On pense que le Moyen-Âge était une époque archaïque où il y avait très peu de choses. Et là, vous avez vu que rien que chez les drapiers ou chez les orfèvres ou chez les métiers de bouche, vous aviez un nombre incalculable de métiers et de sous-métiers, par exemple pour les taverniers. Et encore, je vous ai pas parlé de ceux qui faisaient les tonneaux, c'est-à-dire ceux qui faisaient le bois, puis ceux qui cerclaient les tonneaux de fer. C'était encore un autre métier, ça. Fallait donc... Ça faisait travailler toute une communauté de gens. C'est ce qu'on appellerait maintenant un peu le commerce de proximité, même si certains produits
venaient de province, voire d'étrangers, et étaient amenés par bateau, mais il n'y avait pas d'exportation d'une ville à une autre, ou très peu. Sauf si vous faisiez livrer du vin, c'est sûr que le tonneau, le vin, il venait pas par hasard, il était dans un tonneau. Mais malgré tout, vous faisiez la majeure partie de vos ouvrages et de ce qui était produit dans le lieu même où vous habitiez et qui était soumis, comme je vous l'ai dit, à des règles très strictes. Et sur ce, je vais fermer le salon. C'était donc Histoire de France. Je vous remercie de m'avoir écouté sur un cours qui était certes un peu pompeux et magistral, mais qui j'espère vous a ouvert un peu les yeux sur les corporations. Je ne vous ai pas noté de livres spécifiques sur le sujet. Si vous essayerez de les trouver, ce sont généralement des études universitaires, soit des thèses, ou qui sont eux-mêmes dans des livres qui parlent soit du Moyen-Âge, soit du Grand Siècle, soit des Lumières, et du XVIIIe siècle, voire du XIXe siècle aussi, avec, disons, le début de l'ère industrielle. Je vous remercie, à bientôt, vive la France et vive l'Europe. La République a remplacé les corporations par les syndicats, leurs combats ont toujours été purement politiques et non la défense de nos intérêts. Ils sont très souvent soudoyés par le gouvernement. Ces derniers font juste semblant de nous protéger. Les délégués syndicaux sont élus par les travailleurs, de ce fait, sont des professionnels. Cependant, ils n'hésitent pas à vendre leur paire contre quelques avantages ou pots de vin. La seule chose qui les intéresse, c'est l'argent, le pouvoir et la notoriété, mais certainement pas les intérêts des travailleurs. Nous devons revenir aux fondamentaux instaurés sous la monarchie. Les corporations, qui seront bien plus adaptées et surtout que les ouvriers, salariés, artisans, auront leur mot à dire, leurs voix compteront et leurs demandes seront prises en compte. N'oublions pas que sous la monarchie, le roi se souciait de ses peuples et mettait en avant le savoir-faire des paysans, des ouvriers, des agriculteurs, les métiers manuels et intellectuels. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire de France, qui vous aura permis de comprendre comment nous étions considérés en tant que travailleurs mais également le fonctionnement des corporations. À bientôt pour une nouvelle histoire de France.